Le château de Versailles vous invite à réaliser un dessin de paysage en perspective avec les mêmes techniques utilisées par les artistes que l'on retrouve dans les œuvres des collections du musée. Votre guide dans cette aventure sera Magali. Elle propose de vous expliquer les principes de la composition d'un paysage et de sa mise en couleur à partir d'un cadre naturel. Pour vous aider dans votre production, vous pourrez marquer une pause à la fin de chaque séquence et ainsi prendre le temps de réaliser votre propre dessin en observant le paysage que vous aurez choisi. Elle sera identifiée par cette musique. Les jardins du domaine de Versailles et Trianon ont souvent été représentés pour montrer les extraordinaires aménagements mis en œuvre par le roi Louis XIV et donc le reflet de sa puissance. On parlait autrefois de vues des jardins de Versailles. Les vues sont différentes des paysages, car elles représentent ce qui est dans un endroit en particulier, un petit peu comme un état des lieux. Le paysage, lui, est un genre de la peinture, très différent, qui a pour but de montrer ce que le peintre a sous les yeux et ce qu'il ressent. Il ne montre pas tout. Le paysage, ce n'est pas seulement la représentation de la nature et des choses, c'est aussi montrer comment le peintre perçoit le monde. Pendant bien longtemps, le paysage était traité de manière secondaire, par exemple pour situer une scène de bataille, en fond d'un portrait ou même en trompe-l'œil dans un décor d'architecture. Pendant longtemps, le paysage a été considéré comme un sous-genre de la peinture. En effet, l'Académie de peinture et de sculpture a d'ailleurs créé en 1648 une hiérarchie des genres d'après laquelle la noble peinture d'histoire occupe la première place. Heureusement, cela a bien changé depuis, et c'est un genre qui offre beaucoup de liberté à l'artiste. Au fil du temps, le paysage prend de plus en plus de place en peinture, notamment parce que la nature devient un sujet central qui se suffit à lui-même. Et aussi parce que l'on s'intéresse de plus en plus à la personnalité, au regard du peintre et plus seulement à sa technique. Les jardins de Versailles ont été aménagés autour de deux axes principaux, l'axe est-ouest et l'axe nord-sud. Nous nous trouvons ici du côté nord des jardins, exactement au départ de l'allée d'eau. L'allée d'eau est bordée de hautes haies, conduit du parterre situé au nord du château vers le bassin de Neptune en contrebas. Sur le chemin, on peut admirer la fontaine de la Pyramide, le relief du bain des nymphes et le fameux bassin du dragon qui symbolise le combat d'Apollon contre le serpent Python. L'allée d'eau est aussi appelée l'allée des Marmousets, en raison de ces fontaines en bronze qui représentent des enfants, petits satyres et tritons riant et jouant de la musique. Nous aurons besoin d'un crayon papier et d'une gomme, de crayons couleur, orange et vert, d'une feuille de papier au format A3 grain épais, d'une palette ou une assiette en carton, 3 pinceaux ou brosses de 3 tailles différentes, petites, moyennes et grandes, un pot d'eau, un chiffon et de la peinture gouache ou acrylique. 5 couleurs suffiront, noir, blanc, bleu, rouge et jaune. Donc on va commencer par la composition. Donc quand on peint, on dessine un paysage, il faut toujours commencer par placer la ligne d'horizon. Donc la ligne d'horizon, c'est la ligne qui sépare le ciel de la terre. Donc ici dans les jardins, on ne la voit pas tout à fait parce qu'elle est masquée par des constructions et des arbres au fond de la perspective. Donc je vais la placer avec un crayon vert pour mieux la distinguer par la suite. Alors bien sûr, moi je la fais à main levée, mais vous pouvez utiliser une règle. Si c'est pas très droit, c'est pas dramatique. Donc une fois qu'on a placé la ligne d'horizon, on va déterminer ce qu'on appelle le point de fuite. C'est ce point-là qui va déterminer ensuite toutes les lignes qui vont servir à construire la perspective. En l'occurrence, le point de fuite ici, il est un petit peu en dessous de la ligne d'horizon. C'est assez rare dans les paysages, mais là c'est tout simplement parce que le terrain est en pente, ça crée un creux tout au fond au niveau du bassin du dragon. Donc là le point de fuite, je vais le faire en orange, il se situe vraiment au centre du bassin du dragon, donc en dessous la ligne d'horizon. Et ce point, ça va être la référence pour toutes les lignes de fuite qu'on va construire après. Alors les lignes de fuite, elles composent et elles construisent la composition. Elle va aussi délimiter les espaces.
et notamment la hauteur des arbres, la hauteur des haies, l'inclinaison des allées. Alors là, le point de fuite, il est au centre parce qu'on est vraiment dans l'axe, on est vraiment au centre de l'allée des Marmousets. Mais dans d'autres paysages, vous pourrez avoir un point de fuite plus à droite, plus à gauche et même en dehors du champ. Ça dépend comment on se place. Donc là, on va placer les lignes de fuite. Donc on va en placer déjà 2, de part et d'autre, pour délimiter la hauteur des arbres qui dépassent des haies. On va faire une petite marque à droite et on va reproduire la même marque à gauche sur le bord en essayant de respecter la distance par rapport au bord supérieur. Et ensuite, on va relier ces marques par des lignes au niveau des points. Ensuite, on a le bord supérieur des haies qui se situe un petit peu plus en bas. Et enfin, on va tracer le bord inférieur des haies de part et d'autre. On reproduit la marque de gauche à droite en respectant la distance et on trace jusqu'au point. Donc après avoir placé les lignes de fuite, donc on en a 6 au total, on va placer quelques lignes secondaires de composition, horizontales et verticales, qui vont permettre de délimiter les premiers, deuxième et troisième plans. Troisième plan aussi appelé arrière-plan, qui là correspond aux arbres qu'on voit au loin, bien sûr le ciel. Le deuxième plan, c'est ce qui correspond au bassin du dragon tout en bas de la perspective. Et puis le premier plan correspond aux fontaines des marmousets et des taupières qu'on voit juste devant. Donc pour délimiter ces plans, on va faire comme un quadrillage. Donc là, on a déjà une première ligne horizontale, la ligne d'horizon. On va en tracer une autre en dessous. Et ensuite, 2 autres lignes verticales. Donc là, on a terminé les lignes directrices. On va pouvoir passer au dessin. Donc on va passer au dessin. On va se servir des lignes directrices pour tracer les grandes lignes du jardin. Un jardin à la française, donc forcément bien taillé, bien géométrique. Donc ici, on a, dans cette partie-là, on a les arbres, les haies. Donc là, on peut repasser au crayon pour être sûr d'avoir tous les éléments. Alors je triche un peu, je déborde au-dessus et un petit peu en dessous parce que c'est un petit peu irrégulier. Donc je veux montrer que les arbres sont de différentes hauteurs. Là, je vais repasser pour faire la partie droite et supérieure des haies. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, on a les deux côtés de la perspective. Alors, au centre, on voit en arrière-plan, du coup, une haute palissade, une haute haie d'arbres taillés qu'on va suggérer ici. Et ensuite, on repasse bien la ligne d'horizon. Et ensuite, on va dessiner, esquisser les différents bassins. Donc le bassin de Neptune tout au fond, qu'on ne voit pas très bien. Normalement, il est très grand, mais là, avec la perspective, il est tout écrasé finalement. Donc on voit simplement une bande d'eau. Et enfin, le bassin du dragon. Donc pour les représenter, on imagine un cercle qu'on aurait aplati. Et ça fait une forme d'amande. Donc maintenant, on va tracer de nouvelles lignes pour représenter l'enfilade de taupières et de fontaines. Déjà, on voit une bande de gazon au sol. On va pouvoir la tracer
un petit peu comme quand on traçait les lignes de fuite. Donc c'est-à-dire qu'on reprend notre point central, une petite marque sur le côté et on trace une ligne qui réunit les deux points d'un côté et de l'autre. On place un point en bas à gauche qu'on relie une nouvelle fois au point central. Et là, on va commencer à voir se former les parterres, les tapis qu'on a des deux côtés. Voilà. Et là, une fois qu'on est sûr de son trait, on repasse en appuyant un peu plus fort. Et on retire les lignes de construction. Toujours au fur et à mesure pour y voir plus clair. Donc là, on peut enlever les deux lignes qui sont là. Alors pour former les petits arrondis, on va commencer par celui qui est le plus proche de nous. Ensuite, le plus petit, qui est au bout, qu'on voit à peine. C'est l'effet de perspective. Et ensuite, on va tracer les autres en montant progressivement. Et donc on essaye de les faire bien les uns en face des autres. Alors comme on va peindre ensuite, il n'y a pas besoin de rentrer trop dans le détail, mais on peut quand même dessiner tous les éléments, déjà pour se rassurer, et puis pour bien délimiter les espaces ensuite. Donc là on a une allée de fontaines, l'allée des Marmousets, qu'on peut rapidement esquisser. Donc c'est comme un sablier en fait, quand vous dessinez un sablier. Et ceux-là, ils sont beaucoup plus grands puisqu'ils sont devant. On peut ensuite dessiner plus en détail les fontaines. Là, pour dessiner les marmousets, on pourra s'aider du modèle qui est un petit peu plus détaillé et plus net. On n'a pas besoin de rentrer trop dans le détail. Une fois le dessin terminé, on va pouvoir passer à la mise en couleur. Donc on va commencer par l'arrière-plan, c'est-à-dire le ciel et les bassins, notamment le bassin du dragon qu'on voit au fond. On continuera par les haies sur les côtés. Et la dernière étape sera la peinture du premier plan avec l'allée des Marmousets, les fontaines et les taupières. Donc on va commencer par le ciel. Donc pour ça, on va utiliser un bleu, mais pas le bleu pur sortant du tube. Il est un peu trop vif. C'est pas du tout ce que l'on observe dans la réalité. Même quand il fait très beau comme aujourd'hui, le ciel n'est pas bleu comme ça. Donc on va le casser un peu. Et pour ça, vous pouvez le mélanger avec du blanc. Et donc une fois qu'on a bien préparé la couleur, eh bien, on va appliquer la couleur en aplat, c'est-à-dire sans marque, de manière lisse et de gauche à droite, comme ça.
Donc là, mon bleu ciel est très intense. Je vais l'éclaircir un petit peu en rajoutant du blanc. Voilà. Et quand on regarde le ciel, souvent, on a une partie plus claire, proche de l'horizon. Donc on peut faire le contour du dessin. Si on dépasse un petit peu, c'est pas très grave, parce que la peinture acrylique ou gouache est assez couvrante. Donc une fois que c'est sec, on peut revenir facilement dessus. On peut prendre même du blanc directement et l'appliquer directement sans le mélanger sur la palette. Ça donnera un petit côté nuageux. Voilà, donc maintenant on va passer à l'arrière-plan, donc les arbres. On ne va pas utiliser du vert en peinture pour représenter des choses lointaines, surtout des éléments de la végétation. On va privilégier des couleurs froides et qui se fondent avec la couleur du ciel. C'est ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. Plus les objets sont loin, plus ils se fondent dans le ciel. Donc là, pour obtenir cet effet-là, on va garder la couleur du ciel qu'on vient de faire et à l'intérieur, on va rajouter un petit peu de vert pour créer justement une autre couleur qui n'est pas totalement verte, qui est un bleu un peu turquoise pour justement représenter cet effet de perspective atmosphérique. Et plus on avance dans les plans, plus on rajoute une couleur foncée. Je vais changer de pinceau. Donc là, comme on est encore dans le vert, on va pouvoir créer les bandes de gazon qu'on aperçoit au loin, autour du bassin. Les bassins, l'eau n'est pas bleue, puisque les bassins reflètent la végétation autour, donc l'eau est légèrement verte. Donc on peut reprendre la même couleur, la mélanger un petit peu et l'éclaircir avec du blanc. On pourra revenir après avec d'autres couleurs par-dessus. Donc une fois que c'est sec, on va pouvoir peindre des contours plus clairs autour des bassins. En fait, on distingue des lignes blanches. En fait, ce sont les allées qui entourent le bassin. Mais on ne voit pas vraiment que ce sont des allées. En fait, on voit simplement une succession de lignes qu'on va représenter de manière un peu schématique avec une couleur plus claire. Une couleur un peu sable qu'on peut obtenir en mélangeant du marron, du jaune et beaucoup de blanc. Et ça va donner ce côté un peu sable. Donc on va pouvoir délimiter les espaces. Avec un pinceau ou une brosse fine, il suffit de faire des petites lignes. Ça, on va comprendre que ce sont des bassins. Donc maintenant on va passer au deuxième plan, donc ce qui correspond aux arbres et juste ici, aux haies de chaque côté. Alors quand on regarde de près et un peu plus attentivement la végétation, on se rend compte que rien n'est totalement vert.
comme le ciel n'est pas totalement bleu. Et donc il y a des verts de différentes nuances bien sûr, mais en plus il peut y avoir d'autres couleurs auxquelles on ne s'attend pas dans la végétation, comme du rouge, rougeâtre, du brun, voire du jaune, comme en automne d'ailleurs. On ne va pas utiliser du vert pur pour créer ces arbres et ces haies, on va utiliser différentes nuances de vert. Donc pour réaliser la première partie, c'est-à-dire les arbres qui dépassent des haies, on va utiliser un vert assez clair, puisque les arbres montent haut dans le ciel, donc ils prennent beaucoup la lumière. Donc on peut utiliser un vert assez clair. Et là, comme on est au début de l'automne, les arbres sont un petit peu rouges, jaunes. Donc je vais fabriquer un vert très clair avec un petit peu de rouge à l'intérieur. Mais vous pouvez fabriquer le vert qui vous plaît. En tout cas, il faut qu'il soit un petit peu plus clair que le vert qui sort du tube. Alors si vous voulez mettre du jaune dans du vert, il faut forcément le coupler avec du blanc pour éviter que ça fasse du bleu. Et donc si on veut un vert pomme, il faut mettre du jaune, mais il faut mettre un peu de blanc dedans avec. Donc une fois qu'on a son vert, on va appliquer, cette fois pas en aplat mais en petites touches. Donc avec une brosse, c'est parfait, on fait des petits points. Un petit peu partout. Et on peut dépasser sur le bleu. Il ne faut pas chercher à étaler la peinture, il faut faire des petites touches pour créer de la matière. Donc là on a une petite couleur claire, on fait la même chose de l'autre côté. Et une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser un autre vert, un peu plus foncé cette fois-ci. Donc pour faire un vert plus foncé, on peut ajouter soit du marron, soit du noir, soit du bleu. Ça va faire une couleur différente. Mais comme ça, chaque peinture sera différente. Et là, toujours par petits points, par petites touches, en appuyant plus ou moins, on va pouvoir créer du volume. Donc on tamponne là où on avait encore des espaces vides. Donc avec seulement 2 nuances de vert, on peut donner l'illusion de la forêt. Ici, il reste des petits espaces blancs. C'est pas très grave. Ça va donner un côté plus lumineux. Alors maintenant, on va passer aux haies qui sont de chaque côté. Donc on voit bien qu'elles sont taillées par les jardiniers assez régulièrement pour leur donner une forme vraiment rectiligne, pour avoir des lignes bien droites. Il ne faut pas qu'il y ait de branches qui sortent ici et là. C'est caractéristique des jardins à la française. Bon, pour donner ce côté très géométrique à la végétation, on va faire un petit peu différemment. On va reprendre une couleur, donc là un vert un petit peu différent, encore une fois, c'est à vous de le créer. On peut créer tous les verts possibles et imaginables en mélangeant les couleurs. Quand on crée une couleur, il faut en faire assez en quantité pour ne pas être à court en plein milieu d'une peinture et d'avoir à refaire la couleur. C'est plus difficile ensuite. Donc là, une fois qu'on a la couleur, eh bien, on va appliquer de manière différente, c'est-à-dire qu'on va venir de haut en bas et on va lisser en aplat. Comme pour le ciel, mais cette fois-ci du haut vers le bas, de manière verticale. Et donc on s'arrête net sur notre ligne pour donner vraiment le côté géométrique. Donc là, on peut utiliser un pinceau moyen ou grand, selon la taille de la surface. On va passer maintenant au premier plan, donc l'allée de gravier, les bandes
de pelouse à gauche et à droite, et bien sûr les fontaines représentant les marmousets. Donc on va commencer par le sol couleur sable. Donc on va reprendre la même couleur qu'on a utilisée pour faire l'arrière-plan. Donc un mélange de blanc, de jaune et de marron. Donc si vous n'avez pas de marron comme moi, eh bien on prend un peu de rouge et du bleu ou même du noir, ça marche aussi. Et un peu de rouge pour donner un côté un peu rose, orangé au sable. Et donc là, on va commencer plutôt par les extérieurs. On a des petites allées à droite et à gauche des fontaines. Donc on va pouvoir passer. C'est la partie la plus délicate parce qu'il ne faut pas repasser sur le verre qu'on vient d'appliquer. Alors moi, j'ai choisi de passer par-dessus les fontaines, mais vous pouvez faire le tour. Donc avec une brosse, c'est beaucoup plus facile qu'avec un pinceau, parce que du coup, on va pouvoir avoir une ligne bien droite. Et si jamais on dépasse, c'est pas grave, on va pouvoir revenir ensuite. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on revient au centre et on applique la couleur en aplat, donc sans trace de pinceau de préférence, de gauche à droite. Alors si on trouve la couleur un peu trop jaune ou un peu trop rouge, on peut toujours réajuster, on peut toujours repasser par-dessus. Même si la peinture elle est encore humide, on peut rajouter directement du blanc, comme ici. Et ça va se mélanger sur la peinture et pas sur la palette. Donc une fois qu'on a fini le sol, on va pouvoir créer la petite bande de vert ici, à droite et à gauche. Alors la difficulté, ça va être de contourner le dessin des fontaines pour qu'ensuite on puisse se repérer, on puisse peindre les fontaines. Donc si on dépasse un petit peu, c'est pas très grave. N'oubliez pas qu'on peut revenir systématiquement sur la peinture une fois qu'elle est sèche. Donc on va vraiment essayer de faire le tour. Donc de préférence, on va utiliser un pinceau moyen voire fin. Et donc on va créer la pelouse. Donc avec un vert, on peut essayer de fabriquer un autre vert, encore une fois, différent. On peut s'amuser à créer de nouvelles couleurs. On peut commencer par faire le contour si on a peur de dépasser. On peut repasser une couche de vert si les traits de pinceau sont un peu trop visibles, on peut repasser une couche. Maintenant, on va s'intéresser aux fontaines des marmousets. Alors, on a plusieurs choses. On a une vasque, on a les sculptures des marmousets, on a un socle et ensuite le bassin. Donc on va commencer par le haut, c'est-à-dire la vasque qui est de couleur rougeâtre, marron. Donc on peut prendre un violet, un rouge ou un marron. Donc moi je vais fabriquer mon violet avec du bleu et du rouge. Et je vais rajouter du blanc. Ça va donner un violet un peu pourpre. Et du noir. Alors on va commencer par celles du fond qui sont en fait à peine visibles. Donc on va juste faire un petit trait pour les suggérer. On ne va pas vraiment aller dans le détail. Plus on avance dans les plans, plus cette ligne va être grande, va être épaisse. Plus on avance, plus on grandit les vasques.
Et enfin, celle qui est tout devant va devoir être un petit peu plus nette. Donc plus grande, mais aussi plus nette. Donc on s'applique pour faire le contour. Plus les choses sont lointaines, plus elles sont floues. Plus les choses sont proches, plus elles doivent être précises. Ensuite, on va esquisser les bassins. Pour la partie la plus délicate, les marmousets, on va utiliser un pinceau de petite taille pour être plus précis. C'est très difficile de voir d'ici tous les détails des marmousets. On va donc suggérer et seulement peindre ce que l'on voit. On utilise une première couleur, un mélange de vert et de gris, qu'on applique sur les contours. Et on reviendra ensuite avec une teinte plus claire pour peindre l'intérieur de la forme. Et enfin, on va peindre les marmousets. Alors, pour une version simplifiée, on va juste faire les silhouettes. En réalité, c'est 3 personnages qui s'accrochent les uns les autres. Donc, c'est assez difficile de distinguer tous les éléments. Alors, pour ceux qui sont très loin, c'est pas très grave parce qu'on va juste esquisser 2-3 lignes. Mais pour les marmousets qui sont devant, c'est un petit peu plus difficile. Donc, pour le moment, on va simplement esquisser la forme. Et puis on pourra aller plus loin après en rajoutant quelques détails. Les yeux, les bras, les jambes, enfin le visage. Les marmousets sont en bronze, donc la couleur est un peu marron-vert. Donc si vous prenez du vert avec du marron, que vous mélangez, ça donnera la bonne couleur. La peinture est bientôt terminée, il ne reste plus qu'à ajouter quelques détails. Pour rendre la peinture un peu plus réaliste, un peu plus vivante, on va ajouter quelques contrastes, c'est-à-dire des endroits plus foncés et d'autres très clairs. Une astuce pour distinguer ces contrastes, regardez le modèle en fronçant les yeux. Les contrastes apparaîtront plus nettement. Ces contrastes sont très importants, ils rendent la peinture un peu plus vivante. Pour représenter la lumière, on va ajouter quelques pointes de luminosité avec du blanc ou du jaune pur. Et pour l'ombre, on ajoutera des pointes de noir, mais aussi du marron, du bleu foncé ou même du violet. Pour aller plus loin, on pourrait rajouter plus de détails, davantage de nuances de couleurs et pourquoi pas des éléments pour animer la composition.